Alors, la quatrième partie du deuxième chapitre s'intitule L'obligation de l'avenir. Alors, le titre peut sembler un petit peu curieux. Pourquoi une obligation de l'avenir? On voit mal comment quelque chose qui n'existe pas pourrait constituer une obligation. Et on voit mal aussi pourquoi il y aurait, enfin du moins a priori, on voit mal pourquoi il y aurait obligation concernant quelque chose qui existera quand nous n'existerons plus. D'accord? Puisque par définition, les, les hommes du futur et nous-mêmes ne vivons pas dans la même temporalité. Donc la situation est un petit peu particulière, enfin tout à fait particulière, et nécessite donc une réflexion spécifique. Euh, c'est la raison pour laquelle cette partie commence par une observation qui consiste à dire que euh, nous ne sommes pas, dans le cadre de cette réflexion, dans une configuration qui correspond à ce que nous avons habituellement quand nous réfléchissons à l'obligation. Pourquoi? Parce que l'obligation, dans la plupart des cas, est mutuelle, elle est réciproque. C'est-à-dire que celui envers qui nous sommes obligés est en retour, d'une certaine façon, obligé envers nous, soit parce que nous avons les mêmes droits et devoirs, soit parce que nous avons des droits et devoirs complémentaires, mais en tout cas nous sommes liés l'un à l'autre et une réciprocité est existante, elle est observable, elle est tangible et elle participe au principe du droit. Or, en ce qui concerne les hommes du futur, en ce qui concerne notre descendance, il n'en va pas de même. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui interroge. Euh, Ancionas, à la page 87, donc, fait une remarque. Toute vie revendique de vivre, et peut-être est-ce là un droit qu'il faut respecter. Alors, le peut-être indique bien qu'il s'agit d'une hypothèse, mais cette hypothèse est audible. Le- L'être, un être quel qu'il soit, on peut considérer qu'il mérite d'être ou que son être doit être respecté pour le simple motif qu'il est. Donc, ce qui déjà nous engage très très fortement d'un point de vue éthique vis-à-vis non seulement des autres êtres humains, mais de la vie en général. Cela dit, cette observation, même si elle est juste, et même si elle peut être fondatrice à d'autres égards par rapport à l'éthique, ne répond pas à la problématique spécifique des hommes du futur, puisque ceux-ci ne sont pas encore existants. D'accord? Euh, et aussi par rapport au fait que leur existence est hypothétique. D'accord? On ne sait pas si les hommes du futur existeront seulement. Voilà, c'est ce que Ancionas explique ici quand il indique que la revendication de l'être commence seulement avec l'être. Seul l'être qui existe peut revendiquer que son être soit respecté. Mais qu'en est-il pour les êtres qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore? Donc là, on se heurte à une difficulté. Alors, euh, voilà, c'est cette difficulté qu'il appelle, donc c'est le titre du premier paragraphe ici, absence de réciprocité dans l'éthique de l'avenir. Il n'y a pas de réciprocité entre les hommes qui viendront après nous et nous-mêmes. Le deuxième petit paragraphe ici s'appelle l'obligation à l'égard de la postérité. Alors, dans ce passage, Ancionas propose comme archétype, c'est-à-dire comme une sorte de modèle fondamental, modèle de référence absolue en quelque sorte, l'attitude que spontanément des personnes normalement constituées vont avoir à l'égard de leurs enfants et dans une certaine mesure vis-à-vis des enfants en général. Euh, Quelle est notre réaction spontanée vis-à-vis des enfants quand tout va bien dans notre tête, disons, quand notre être n'est pas brouillé par la pathologie ou par des crises affectives non résolues, notre attitude fondamentale vis-à-vis des enfants, eh bien, euh,
c'est la tendresse, la protection, le désir de préserver, le désir d'accompagner, le désir d'aider à grandir et de favoriser tout ce qui peut contribuer à la croissance, à une croissance réussie sur tous les plans de l'enfant. D'accord? Voilà, donc c'est-à-dire que nous sommes disposés en quelque sorte par la nature, par les instincts, peut-être par autre chose, hein. Si on est croyant, on peut voir d'autres motifs possibles à cela. Nous sommes disposés de façon assez spontanée, fondamentalement, de façon à favoriser euh, l'éclosion ou le développement de ce que, en fait, Anciona s'appellera plus loin l'idée de l'homme, c'est-à-dire une idée d'homme épanoui ou suffisamment épanoui pour qu'on reconnaisse en lui la dignité de ce qui fait l'homme et qu'on n'ait pas la sensation de se trouver face à un humain diminué. Voilà, notre attitude spontanée à l'égard des enfants est de cette nature-là. Et donc, Antonas nous la rappelle ici, puisque c'est quelque chose que euh, nous connaissons et que nous pouvons observer, soit en nous-mêmes, soit autour de nous. Et alors, pourquoi est-ce qu'il nous la rappelle? Eh bien, parce que cette disposition naturelle, spontanée, est peut-être le signe que, du point de vue global, du point de vue de l'espèce, nous attendons, nous sommes disposés à la venue des générations suivantes qui vont nous remplacer et qui vont continuer la transmission de l'humain, de l'humanité ou de l'idée d'homme. Et cette réalité-là qui s'exprime en nous et qui nous traverse et qui va s'exprimer dans les générations futures vis-à-vis des générations ultérieures, cette idée-là, donc cette réalité-là, euh, est quelque chose qui est fondamental, qui est plus grand que nous, qui est plus grand que chacun de nous à titre individuel et qui est sans doute plus grand que n'importe quelle génération prise isolément dans la chaîne des générations successives. Et donc quelque chose qui mérite d'être observé, d'être écouté, d'être reconnu, d'être remarqué, et qui témoigne sans doute d'une disposition de l'être vis-à-vis de l'être, une disposition de l'humain vis-à-vis de l'humain, c'est-à-dire une disposition favorable à accueillir ce qui est de l'ordre de l'être et à chercher sa continuation, sa poursuite, et à la favoriser. D'accord. Donc là, quelque chose de très fondamental qui s'exprime vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler l'instinct de protection des petits, qu'on observe chez les hommes et que, évidemment, on observe chez les animaux en général, hein. Si vous regardez la façon dont les animaux défendent leurs petits, la chose est très, très évocatrice. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je dois vous dire encore au sujet de ce passage? Antonas, oui, se pose aussi la question de savoir si, outre, outre cette attitude qui spontanément fonde, sur le plan du droit positif, en tout cas, ce qu'on appellera les droits de l'enfant, euh, outre cette dimension-là, est-ce qu'il y aurait quelque chose comme un droit à naître? Évidemment non, puisque, comme on vient de l'indiquer précédemment, pour qu'un être réclame pour lui-même des droits, il faut qu'il soit déjà né. Donc en tant que tel, il ne peut pas y avoir de droit à naître pour un être qui n'est pas né. Donc la notion de droit à naître est une notion qui ne tient pas, d'accord? Donc la, comment dire, de façon corollaire, se pose également la question d'un éventuel devoir de donner la vie. Est-ce qu'il y a un devoir de donner la vie? La réponse que donne Ancionaz, c'est que sur le plan individuel, on ne peut pas considérer un tel devoir. Pourquoi? Parce que ce serait déjà
faire violence aux libertés individuelles, faire intrusion dans la vie privée des uns et des autres. Bon, certaines personnes ne souhaitent pas avoir des enfants. Mais d'ailleurs, en soi, le fait ne pose pas problème, puisque collectivement, il y aura toujours assez de gens qui désireront avoir des enfants pour que l'espèce humaine se perpétue. En réalité, les gens qui ne souhaitent pas avoir d'enfants sont largement minoritaires. Et puis, bon, l'état actuel de la démographie montre bien que nous n'avons pas à craindre une extinction de l'espèce humaine du fait que des individus souhaiteraient ne pas avoir d'enfants. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'enjeu. Et ce droit à ne pas procréer ne doit pas être remis en question. Euh, voilà. L'instinct prend cela en charge, dit le texte à un moment donné. Donc de ce point de vue-là, on peut faire confiance à l'instinct, puisque l'instinct est si fondamental que les aléas individuels, les aléas de la volonté individuelle ne sont que un effet de surface sur la tendance globale de l'humanité. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à craindre pour les générations futures, il n'y a pas à s'inquiéter pour les générations futures du risque de leur non-existence, du fait que les êtres humains souhaiteraient, que les êtres humains cesseraient d'engendrer. Euh, Les dangers, en réalité, qui pèsent éventuellement sur l'humanité à venir sont les dangers que nous avons déjà évoqués, c'est-à-dire les dangers d'une extinction liée à des catastrophes provoquées par la technologie, que ce soit militaire ou suite à une guerre par exemple, ou même d'un autre ordre, ou encore des dangers qui seraient de nature à diminuer l'humanité et donc de nature à l'empêcher d'être ce qu'elle est, d'être une humanité qui correspond à l'idée que nous nous faisons de l'homme debout, comme disait Saint Irénée, c'est-à-dire de l'homme épanoui, de l'homme qui déploie son humanité. Voilà, donc ça, ce sont les deux dangers les plus qui doivent être prises en considération. Euh, alors, ces risques-là ne doivent pas être pris. Des risques pouvant aboutir à de telles situations ne doivent pas être pris au motif, par exemple, que nos descendants seraient susceptibles de nous en faire le reproche. D'accord? Donc ça, c'est un point que Ancionas évoque ici, donc à la page 91. Euh, bon, ça, c'est quelque chose d'assez élémentaire. En revanche, dans ce qui suit, il y a une considération qui est beaucoup plus intéressante et qui consiste à s'interroger sur ce qui constitue la dignité. Si nous pensons notre propre dignité, nous voyons qu'elle elle repose sur le fait d'accomplir nos devoirs vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos proches. Une personne digne, c'est une personne qui a une attitude respectable et qui se respecte elle-même. D'accord. Vivre dignement, c'est ne pas voler, traiter les autres convenablement, honorer sa parole, payer ses dettes, respecter ses engagements. C'est ça qui constitue une vie digne. Or, nous savons déjà que dans des circonstances de misère extrême, par exemple, il devient impossible aux individus de continuer à vivre dignement. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils en sont réduits à devoir faire n'importe quoi pour survivre. Et quand l'homme en est réduit à faire n'importe quoi pour survivre, le français dit bien ce qu'il dit ici, être réduit à, eh bien, l'être humain ne peut plus soutenir sa dignité.
d'accord? Il est contraint de voler, de se vendre, parfois de vendre ses enfants, hein, ce sont des choses qui existent. Donc voilà, la misère ou la précarité extrême rend la dignité impossible. Ça se voit dans les bidonvilles de, de certaines villes, ça s'est vu dans les camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, la déshumanisation sciemment organisée par les nazis, passer par là, rendre impossible la dignité. Donc, nous savons ce que c'est que la dignité. Si vous vous rappelez le, la formulation de l'impératif pour le nouvel agir, qui a été donné dans le premier chapitre, vous vous rappelez que Ancionas disait que nous devrions nous interdire par nos actions de générer des circonstances qui pourraient empêcher nos descendants d'avoir une vie digne. Eh bien, au regard de tout cela, Ancionas conclut ici que une vie digne, une vie digne, c'est précisément une vie dans laquelle un être humain se trouve dans la possibilité de vivre dignement, donc d'honorer ses engagements, de tenir ses responsabilités et ce genre de choses. D'accord? Donc, considérant cela, il en vient à conclure la chose suivante. Si nous transmettons la vie à une descendance, si par notre action procréatrice, d'autres générations viennent à venir sur Terre alors qu'elles ne nous l'ont pas demandé, eh bien, il faut que nous leur transmettions avec la vie, et cela constitue un devoir pour nous, la possibilité de vivre d'une façon qui leur permette d'assumer cette dignité. C'est-à-dire de ne pas connaître des conditions d'existence qui soient si misérables qu'ils ne puissent pas assumer pleinement leur humanité. Donc, par ce biais-là, si vous voulez, il fait la démonstration, ou en tout cas, il donne des arguments très très forts pour établir des devoirs vis-à-vis des générations futures. Dans la mesure où nous leur transmettons la vie, nous devons leur transmettre la possibilité également de mener une vie digne. D'accord? Tout ceci se laisse entendre. Alors, à la page 93, on va trouver un passage particulièrement intéressant, dans la deuxième partie de la page 93, un passage qui reprend un certain nombre de choses qui ont été développées pendant durant les pages précédentes, et qui constitue une sorte de résumé ou de synthèse. Donc je vous invite à lire en particulier donc, cette page 93, dont je vais expliquer quelques petits passages de façon plus appuyée. Alors attendez, je fais une petite pause, je vais relire.